J'ai trop hâte de partir. Fin juin, je pars faire le GR20. Dans cette vidéo, je vais vous raconter un petit peu le projet, mais je vais surtout vous expliquer quels sont les points clés à prendre en compte, selon moi, lorsqu'il s'agit de se préparer pour un trek, que ce soit le GR20 ou un autre. Avant de vous parler de ma préparation pour le GR20, d'abord, pour les non-initiés, le GR20, qu'est-ce que c'est? GR20, c'est Grande Randonnée 20. En fait, c'est le sentier qui traverse la Corse du nord au sud, par la chaîne de montagnes et par le parc national régional de Corse. Donc, c'est considéré comme l'un des GR les plus difficiles d'Europe et donc de France. Pour plusieurs raisons. Premièrement, on est sur 15 000 mètres de dénivelé positif et négatif, 180 km, donc c'est quand même conséquent. Ensuite, on est sur un terrain qui est soi-disant assez engagé et parfois assez technique, et je ne l'ai pas fait encore, je vous dirai lorsque je l'aurai fait. Et finalement, il y a souvent de fortes chaleurs puisqu'on est en Corse. Donc ces trois éléments font de ce trek l'un des plus difficiles de France, mais ça fait également de ce trek l'un des plus beaux et l'un des plus spectaculaires. Et c'est la raison pour laquelle j'ai vraiment hâte d'y aller. En tout cas, ce qui est sûr, c'est que le GR20, c'est un classique en matière de GR. C'est un petit peu comme le TMB, le Tour du Mont Blanc, que j'avais eu l'occasion de faire en solo en 2019. C'est à faire si on aime la montagne et la nature. Le but de cette vidéo, comme je vous l'ai dit, ça va être de vous donner des clés pour vous aider à préparer votre premier ou d'ailleurs n'importe quel autre trek si vous ne savez pas vraiment comment vous y prendre. La vidéo ne va pas être exhaustive, bien entendu. C'est plutôt pour vous donner une vue globale de la chose et des points à prendre en compte lorsqu'on veut partir pour un trek. Première étape qui est cruciale si vous souhaitez partir un minimum préparé, ça va être de faire un travail de recherche et une prise d'information sur le trek que vous allez effectuer. Il y a plein de questions qui sont importantes et qu'il faut se poser avant de partir. Par exemple, en termes de transport, comment on fait pour partir de son domicile et arriver jusqu'au trek? Ou pareil, à la fin du trek, comment on fait pour retourner à son domicile? En termes d'itinéraire, ça c'est super important. Combien de kilomètres, combien de dénivelé? Comment est-ce que ça se passe sur le terrain? Ensuite, en termes d'autorisation, est-ce qu'il faut des autorisations pour bivouaquer? Si vous allez faire un trek dans un autre pays, est-ce qu'il y a des autorisations à demander au gouvernement du pays en question? Alors, je vais pas vous faire la liste de toutes les questions qu'il faut se poser, mais je vais plutôt vous prendre une question et je vais détailler pour que vous ayez vraiment l'exemple du mécanisme qu'il faut faire lorsqu'on souhaite partir. Par exemple, pour l'itinéraire, pour le GR20, je sais que c'est entre 170 et 180 km de distance. Je sais qu'il y a environ 15 000 mètres de dénivelé. Et ce que je sais aussi qui est hyper important pour le GR20, c'est qu'il faut avoir une autorisation pour bivouaquer. C'est-à-dire qu'on ne peut pas poser la tente n'importe où. Il faut impérativement soit dormir dans un refuge, soit poser la tente aux alentours d'un refuge. Le GR20 est découpé en 16 étapes. Donc si on veut faire une étape par jour, il faut donc compter environ 16 jours pour faire le GR20. Maintenant, vous avez compris qu'on peut doubler, voire tripler ces étapes. Et ça, c'est important pour moi de le savoir pour préparer mon itinéraire en amont. Je continue sur la partie itinéraire. Il y a d'autres questions qu'il faut se poser. Est-ce que c'est un terrain technique, très engagé? Est-ce qu'il y a beaucoup de passages aériens? C'est important de le savoir si vous partez avec des gens qui ont le vertige. D'autres choses, est-ce qu'il y a un sens de prédilection pour faire le GR du nord au sud? S'il y a une boucle vers l'ouest, vers l'est? Pour le GR20, si je continue sur la comparaison, historiquement, le trek se fait du nord au sud. Maintenant, on n'est pas obligé de partir du nord pour aller au sud. D'ailleurs, nous, ce qu'on va faire, c'est qu'on va partir du sud pour aller au nord. D'après les recherches que j'ai faites, la partie nord du GR20 est un petit peu plus engagée, c'est-à-dire qu'il y a plus de dénivelé, elle est un petit peu plus rude. La partie sud, quant à elle, est plus vallonnée. Donc, nous, on a pris le parti de commencer par le sud puisque ça nous permettra de nous échauffer et de nous mettre un petit peu en route. Et en plus de ça, notre sac sera plus lourd au début. Et donc, quand on aura atteint la partie nord, notre sac sera plus léger. Maintenant, ça a un revers de la médaille, bien sûr, c'est qu'on sera également plus fatigué. Et donc, il faudra qu'on ait encore de la pêche pour entamer la partie nord qui est plus compliquée. Mais ça, c'est des questions qu'il faut se poser avant de partir. Pour le GR20, gardez en tête que quel que soit le sens du trek, le nombre de kilomètres et le nombre de dénivelés cumulés restera le même puisque le nord et le sud sont à peu près au même niveau par rapport au niveau de la mer. Maintenant, pour d'autres treks, si vous faites pas une boucle, ça pourrait avoir une incidence. Sur l'itinéraire en question, il y a plein de questions à se poser. En termes d'organisation, pour les transports, comment vous faites? Est-ce que vous prenez le bateau? Est-ce que vous prenez l'avion? Ensuite, est-ce que vous allez en voiture? Si c'est pas une boucle, comment vous faites pour récupérer la voiture? Ça, c'est de l'organisation. Pareil, en termes d'organisation, il y a aussi l'aspect financier à prendre en compte. Il y a des treks où ça coûte pas très cher. Vous pouvez partir en autonomie totale si vous faites votre propre nourriture. Maintenant, pour le GR20, étant donné qu'il faut une autorisation pour bivouaquer, il faudra payer même si on est en autonomie. C'est-à-dire qu'il faudra payer pour avoir le droit de poser notre tente à côté du refuge. Ce montant-là à payer, d'après les recherches que j'ai pu effectuer, ce sera environ 7 € par personne. Après, avec l'inflation, on ne sait pas où ça peut aller. Pareil, si on souhaite manger en refuge, combien vaut le prix de l'assiette? Donc il faudra prévoir de l'argent et puis bien sûr de l'argent en cash. Faites pas l'erreur d'amener votre carte bleue puisque là-haut, j'imagine qu'il n'y aura pas beaucoup de réseaux. Un autre point important à prendre en compte, c'est à quelle période est-ce qu'il faut partir. Si vous faites un trek en altitude, il y a fort à parier qu'au mois de mai encore, il puisse y avoir des endroits qui soient encore enneigés ou des névés qui vont être difficiles à franchir si vous n'avez pas du matériel adapté. Donc là, pour le GR20, nous on va partir fin juin, début juillet, il risque d'avoir du monde, il risque de faire chaud. Mais bon, on a fait en fonction de nos emplois du temps qui étaient respectifs puisque je pars avec un ami. Maintenant, on sait qu'on n'a pas trop de chance de trouver des portions enneigées qu'on pourrait pas franchir avec du matériel de base pour un trek. Mais c'est un point qu'il faut se poser si vous souhaitez vous préparer pour un autre type de trek. Bref, je vais pas rentrer dans plus de détails parce qu'il y a plein d'autres questions qui sont importantes à se poser. Pour ceux qui sont inscrits à la formation La Rando comme un pro qu'on a faite avec Eleonore Luna, bien sûr, il y a toute la liste de questions qu'il faut se poser. Là, moi, mon but, c'est
plutôt de vous donner un exemple et de vous faire réfléchir par rapport au mécanisme qu'il faut avoir lorsqu'on se prépare pour un trek. On a parlé de l'itinéraire, du nombre de kilomètres, des étapes à parcourir si vous faites un trek où il faut forcément arriver à un point spécifique à la fin de la journée. On a parlé de l'organisation en termes de transport, on a parlé de l'organisation en termes financiers, mais il faut aller bien plus loin. Mais au moins vous avez compris l'idée, je pense. Allez, plus sérieusement, deuxième point que l'on va aborder, la préparation sportive. J'aimerais commencer par démystifier cette partie-là. Il n'y a pas besoin d'être un sportif de haut niveau pour partir en trek. Maintenant, c'est important quand même d'être un minimum sportif et surtout de savoir dans quoi vous allez vous engager, car c'est souvent une erreur qui revient assez fréquemment pour les gens qui vont abandonner un trek en cours de route, c'est qu'ils s'attendent pas forcément à autant de difficultés. Parce que mine de rien, faire X kilomètres de marche et porter une dizaine de kilos dans le dos, ça nécessite un minimum d'avoir une condition physique adaptée. Maintenant que ça c'est dit, qu'est-ce que je fais de mon côté pour me préparer avant un trek? Comme je vous l'ai dit au début de la vidéo, finalement, je n'ai pas énormément préparé avant un trek puisque je fais du sport de manière assez fréquente tout au long de l'année. Je suis pas un très grand sportif, mais j'aime le sport, ça me défoule et puis j'aime bien faire ça tout simplement. Donc, qu'est-ce que je vais faire de mon côté pour me préparer pour un trek ou une randonnée? Ça va être multiple. Première chose à faire, si vous partez de nulle part, à mon avis, c'est tout simplement de prendre votre sac rempli de tout le matériel que vous allez prendre avec vous le jour du trek et faire des randonnées. Faites une randonnée au début à la matinée, puis ensuite à la journée et c'est vraiment le meilleur entraînement puisque finalement ce que vous allez faire en trek, vous êtes en train de le faire lors de votre entraînement. Maintenant, si vous n'avez pas le temps, vous n'avez pas l'envie ou la possibilité de partir faire une randonnée, il y a plein d'exercices que vous pouvez faire de votre côté, que ce soit en salle ou même de chez vous. J'avais fait une vidéo pendant le confinement lors du Covid pour vous expliquer un exercice très simple que vous pouvez faire de votre côté chez vous pour se préparer justement au dénivelé. Je vous mettrai le lien de la vidéo dans la description également si vous voulez retrouver l'exercice. Mais il y a plein d'exercices pour faire du renforcement musculaire. Ça peut être des squats, ça peut être des fentes, ça peut être de la course, ça peut être du vélo. Régalez-vous, faites ce qui vous plaît, mais faites tourner un petit peu la machine pour améliorer votre cardio et préparez-vous également à partir avec un sac à dos. Donc c'est bien en général de faire des exercices quand même avec un minimum de poids sur le dos pour que vous ne soyez pas trop surpris et vous partiez pas de nulle part une fois que vous êtes sur le terrain. Petite parenthèse, je vous dis de mettre un sac à dos. Par contre, si vous allez courir, je vous déconseille de mettre un sac à dos, sinon au niveau articulation, c'est vraiment pas le top. Si vous faites des squats éventuellement ou vous n'allez pas sauter, là le sac à dos peut être adapté. Si vous marchez, le sac à dos est adapté. Par contre, si vous faites vraiment un effort assez intense en faisant des sauts, là je vous déconseille, sinon vos genoux c'est le meilleur moyen de ne plus pouvoir marcher à 40 ans. Autrement, je vous ai parlé donc de ce que je fais de mon côté, je vous ai parlé de quelques exercices que vous pouvez faire de votre côté pour faire un renforcement musculaire au niveau du fessier, au niveau de toute la chaîne abdominale, c'est important d'être bien gainé si vous allez porter un sac à dos, au niveau des mollets, au niveau des cuisses, bref il y a plein de muscles qui sont importants de travailler et il y a un autre point qui est hyper important sur lequel j'avoue je suis pas très bon, c'est sur tout ce qui est mobilité et souplesse. C'est à mon sens indispensable de faire des exercices de mobilité et de bien s'échauffer, de bien s'étirer après une journée de marche. C'est vraiment un autre domaine mais ça reste quand même dans le domaine du sport, donc c'était important pour moi de faire une petite parenthèse là-dessus. Bref, pour récapituler ce deuxième point sur la préparation sportive. Déjà, il faut vraiment démystifier ça. N'ayez pas peur de partir si vous n'êtes pas un sportif de haut niveau, ça va très bien se passer si vous êtes un minimum sportif. Bien sûr, si vous êtes sédentaire, il faut quand même que vous ayez en tête que ça nécessite de l'effort une fois que vous êtes sur le terrain. Deuxième chose, faites des exercices de renforcement musculaire, squat, pompe, gainage, fente, etc. Faites ce qui vous plaît aussi. Troisième chose, faites des exercices d'assouplissement et de mobilité. On va maintenant aborder le troisième point sur le matériel. Alors si on parle de matériel, on peut parler des heures, je vais essayer d'être efficace. Pour le matériel, il y a certaines règles à mon sens qu'il faut respecter. Première règle, prenez le strict minimum. Si vous faites par exemple un trek avec beaucoup de dénivelé et beaucoup de distance, chaque gramme va se faire ressentir énormément. Autant vous dire que pour le GR20, si on a 180 km à faire et 15 000 mètres de D+, il faudra vraiment prendre le strict minimum. Deuxième règle qui est importante, c'est de prendre du matériel que vous connaissez. À mon sens, c'est une très mauvaise idée de partir avec du matériel pour la première fois pour un long trek. Au moins, si vous avez acheté quelque chose, utilisez-le pour une randonnée à la journée. Faites en sorte de voir si vos chaussures vous vont bien. Faites en sorte de faire fonctionner votre échaud, voir si tout fonctionne correctement. Pareil pour la tente, c'est pas lorsque vous êtes arrivé sur le lieu de bivouac qu'il faudra la monter pour la première fois. Faites-vous plaisir, entraînez-vous avec le matériel pour être sûr que vous pouvez lui faire confiance lorsque vous serez une fois sur le terrain. En ce qui concerne le matériel que je vais prendre de mon côté pour le GR20, je vais faire une vidéo dédiée, spécifique sur justement le contenu de mon sac pour ce GR20. Et si ça vous intéresse, je vous mettrai le lien bien sûr. Vous irez voir, je vais déballer mon sac et je vais vous expliquer pourquoi je prends ça et pas un autre type de matériel. De mon côté, je m'organise beaucoup en modules. C'est hyper pratique puisque ça permet de savoir exactement où est-ce que vous pouvez trouver tel ou tel matériel. Vous perdez pas de temps, tout est bien organisé dans le sac et ça va bien lorsque vous êtes sur le terrain. Et autre petite parenthèse, vous connaissez à me connaître, j'adore tester du matériel. Donc nous, pour le GR20, il y aura une double raison pour lesquelles je vais prendre du matériel un petit peu nouveau. C'est que vous êtes souvent demandeur de retour d'expérience. Donc le GR20, ça va
être une opportunité superbe pour prendre le matériel, le tester avec moi pendant X jours en Corse et ensuite de vous faire un retour d'expérience. Voilà pourquoi je vais prendre du matériel un petit peu nouveau que je n'aurais pas forcément pris d'habitude avec moi. Bref, pour récapituler ce point numéro 3 concernant le matériel, prenez le minimum de matériel possible puisque chaque gramme sur le terrain va être un poids supplémentaire à porter. Deuxième chose, prenez du matériel sur lequel vous pouvez faire confiance et que vous connaissez. Troisième point, restez bien optimisé et rangez votre matériel par module pour savoir exactement où se trouve. Bien sûr, si vous avez besoin d'accéder à un module rapidement, il faut faire en sorte qu'il soit en haut du sac, par exemple une trousse de premier secours. Et on va en terminer là pour le matériel. Si vous voulez en savoir plus sur le contenu de mon sac, je vous renvoie vers la vidéo spécifique. On va maintenant pouvoir aborder le quatrième point sur la nourriture. Pareil, c'est un sujet qui est super vaste, on pourrait en parler des heures, donc je vais essayer de rester efficace. Première chose à faire pour la nourriture, ça va d'abord être de savoir quels besoins vous allez avoir sur le terrain. Donc la première chose, à mon sens, c'est de calculer vos besoins en nourriture en kilocalories. Pour ça, il faudra faire une formule, ça va dépendre. Il y a plein d'indicateurs à prendre en compte, il y a le poids, il y a l'âge, il y a l'effort que vous allez fournir sur le terrain, il y a la température. Tiens, j'essaierai de vous mettre une formule dans la description et puis quelques explications pour que vous puissiez, vous de votre côté, calculer votre propre besoin en kilocalories si vous partez pour un trek et que vous voulez faire ça de manière un petit peu plus sérieuse. Autrement, il y a l'autre option, c'est de partir un petit peu plus au feeling et de savoir ce que vous avez l'habitude de manger, mais prenez en considération que là vous allez faire beaucoup de sport et qu'il vous faudra donc pas mal de matière pour que vous puissiez garder la forme sur le terrain. Une fois que vous connaissez vos besoins en kilocalories, il faudra déterminer quel type de nourriture vous allez prendre avec vous. À mon sens, il y a trois options. Première option, ça va être de prendre de la nourriture que vous allez pouvoir acheter dans le commerce, de la semoule, ce genre de choses. Ça peut très bien faire l'affaire et ça coûtera pas trop cher. Maintenant, c'est pas forcément le plus optimisé. Deuxième option, ça va être d'acheter des repas lyophilisés. Pour ça, il y a un super site, c'est mes partenaires en plus, donc j'ai aucun mal à les mettre en avant. C'est Lyophilisé & Co. C'est une superbe équipe et il y a plein de références de repas lyophilisés. Et d'ailleurs, si vous décidez d'acheter chez eux, vous pouvez avoir 5% de réduction supplémentaire en utilisant le code SBB. Et en plus, ça soutient la chaîne, donc tout le monde est gagnant. C'est une option, les repas lyophilisés, qui est hyper pratique. En fait, vous vous embêtez le moins, c'est-à-dire que vous avez juste à mettre de l'eau bouillante dans votre repas. Vous avez pas mal de kilocalories, souvent il y a des bons micronutriments et ça vous redonne la pêche sur le terrain. Maintenant, ça a le gros inconvénient que c'est assez onéreux. Donc ça représente un petit budget, il faut compter entre 6 et 8 euros par sachet lyophilisé. Et si vous êtes un gros mangeur, parfois une portion ne va pas suffire. Donc ça, je vous laisse regarder de votre côté. C'était la deuxième option. La troisième option qui existe, c'est de déshydrater sa propre nourriture et de créer ses propres repas déshydratés. Pour ceux qui me suivent depuis quelques temps, vous savez que j'ai fait une formation complète qui vous explique de A à Z comment déshydrater votre nourriture et comment créer vos propres repas déshydratés en les conditionnant sous vide pour pouvoir partir avec de la nourriture qui se conserve longtemps sur le terrain, qui prenne pas de place et qui soit très légère. En fait, c'est vraiment les trois choses dont on a besoin lorsqu'on est en trek: de la nourriture qui se conserve, de la nourriture qui soit légère et qui prenne le moins de place possible. Et ça, la nourriture déshydratée, au même titre d'ailleurs que la nourriture lyophilisée, le permet. C'est pour ça que pour moi, c'est ces deux options qui sont les plus optimales et les plus agréables lorsqu'on part en trek. Donc si déshydrater votre propre nourriture et créer vos propres repas déshydratés vous intéresse, je vous mettrai un lien qui vous renvoie vers la page de présentation de la formation. Comme ça vous permettra d'en savoir davantage. Autrement, pour la nourriture, ce qui est important de faire, si vous souhaitez partir préparé, c'est de faire votre liste de recettes jour par jour et j'irai même encore plus loin, repas par repas. Par exemple, au déjeuner, ça va vous rapporter X nombre de kilocalories. Et autre chose qui est très importante, c'est de partir avec des encas. Les repas ne vont pas vous apporter en règle générale suffisamment de kilocalories et c'est souvent les encas que vous allez pouvoir manger au cours de la randonnée qui vont faire ce supplément. Dans les encas, en plus, vous allez pouvoir prendre des choses qui sont riches en micronutriments et riches en kilocalories. Par exemple, des cacahuètes, des amandes, ce genre de fruits secs qui sont hyper riches et que c'est important d'avoir lorsque vous faites du trek. Pour récapituler ce quatrième point sur la nourriture, première chose, calculez vos besoins. Je vous mettrai les infos dans la description. Deuxième chose, déterminez quel type de nourriture vous allez prendre avec vous. Acheter dans le commerce, lyophilisé ou déshydraté. Vous pouvez faire un mix des trois ou des deux. D'ailleurs, moi pour le GR20, je vais prendre des repas que j'aurais déshydraté moi-même de mon côté. Je vais prendre des repas lyophilisés que j'aurais pu acheter dans le commerce et je vais éventuellement prendre quelques repas que j'aurais pu acheter dans le commerce, c'est-à-dire de la semoule. C'est facile à faire, ça va bien. Quatrième chose, ouais, comme ça, c'est pas mal. Quatrième chose, faites la liste de tous les repas que vous allez manger jour par jour et repas par repas. Et cinquième chose, faites la liste de tous les encas et prenez-les vraiment en compte parce que ça représente une part non négligeable de tous les kilocalories que vous allez pouvoir consommer sur le terrain. Et enfin, cinquième point qui est un petit peu bateau, mais je trouve que c'est important de le préciser, c'est l'importance de se former continuellement. C'est pas la meilleure idée d'attendre de partir en trek pour se dire ah il faut que je fasse ça, il faut que je fasse ça, il faut que je me forme sur la lecture de cartes, il faut que je me forme sur les techniques de randonnée. Donc moi si j'étais vous, si c'est surtout un domaine qui vous intéresse, c'est de lire des bouquins, de faire des formations en ligne. Bien sûr, si je veux prêcher pour ma commune, c'est de suivre notre formation qu'on a faite avec Eleonore Luna qui vous prépare de A à Z sur la randonnée. Mais si vous faites pas ça, c'est pas bien grave, il y a plein d'autres manières
manière de se former, que ce soit dans les bouquins, dans les vidéos sur YouTube. C'est une énorme ressource qui vous offre vraiment pas mal de valeur et j'essaye en tout cas de mon côté de vous donner quelques astuces du mieux que je peux et de vous partager ma passion. Mais voilà, tout ça pour vous dire que n'attendez pas le dernier moment pour vous former. Si vous ne savez pas lire une carte, faites en sorte d'apprendre les bases pour lire une carte. Si vous ne savez pas comment porter votre sac à dos, allez regarder une vidéo qui vous explique la meilleure manière de régler votre sac à dos et de bien répartir le poids pour que ce soit proche du centre de gravité. Je pourrais vous donner un tas d'exemples. Tout ça pour vous dire que c'est important de se former continuellement et de ne pas attendre le dernier moment. Et voilà pour ce qui était de cette vidéo. J'espère que j'aurais pu vous donner quelques clés qui vous permettent d'avoir une vision plus globale de la chose lorsqu'il s'agit de se préparer. Encore une fois, je suis vraiment pas rentré dans le détail, donc c'est loin d'être exhaustif. 3 choses avant de vous quitter. Première chose, si vous souhaitez en savoir plus sur le bivouac, la randonnée et le trekking en général, je vous mets un lien dans la description qui vous permettra de télécharger gratuitement une vidéo dans laquelle je vous donne 50 astuces de trek, bivouac et rando. Ça vous permettra en plus de vous inscrire à la newsletter et donc vous recevrez des astuces en cours de route. Deuxième chose, c'est de vous abonner pour tous ceux qui me découvrent ou pour tous ceux qui me suivent depuis longtemps mais qui ne l'ont jamais fait. Ça soutient la chaîne et ça vous permettra de rien rater aux prochaines vidéos. Et enfin, troisième chose, c'est pour tous ceux qui ont Instagram, n'hésitez pas à me rejoindre sur ce réseau-là puisque je pourrais vous partager plein d'astuces que je vous partage pas forcément ici sur YouTube. Sinon, j'en ai assez dit en ce qui me concerne. Je vous souhaite comme d'habitude de garder la forme, de garder le sourire, c'est important et surtout de profiter des prochains treks que vous allez faire puisque maintenant vous allez pouvoir partir préparé. Prenez soin de vous, à bientôt.